Bonjour à toutes et à tous, aux personnes qui nous ont rejointes. Donc, bienvenue à ce nouveau webinaire du CRIP qui est organisé en partenariat avec Lucernis sur le sujet FinOps, mettez votre cloud sous contrôle. Aujourd'hui, nous serons en compagnie de Christophe Dorin, qui est directeur associé, et de Charles Collier, directeur conseil cloud de chez Lucernis. Nous aurons également Thierry Moget, Cloud Service Manager de chez Keolis. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons en fin de présentation. Et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Et je laisse la parole à Christophe Dorin. Oui, bonjour, merci Léa et bonjour à tous. Donc merci pour cette organisation donc au travers du CRIP et d'IT Forum pour ce webinaire où nous allons vous présenter et vous donner la vision de Lucernis sur ce FinOps. Alors pour ce faire, je vais vous présenter les intervenants que Léa a présentés rapidement. Une présentation assez rapide de Lucernis également pour vous donner un petit peu de contexte par rapport à Lucernis et le FinOps. Et enfin, l'agenda de ce webinaire. Donc Christophe Dorin, vais être le présentateur de ce webinaire que j'ai préparé avec Charles et Thierry. Donc moi, je suis directeur associé chez Lucernis et j'encadre des missions de production, des missions autour du FinOps. J'encadre des consultants dans le cadre de ces missions-là. Et je suis accompagné aujourd'hui de Charles Collier. Alors Charles, je ne sais pas si tu as la main là, si tu peux te présenter 2 minutes. Peut-être pas 2 minutes. Bonjour, bonjour. Donc Charles Collier, j'ai rejoint Lucernis récemment et je m'occupe de la partie conseil cloud et de tous les sujets afférents chez Lucernis. Merci Charles. Thierry, je ne sais pas si tu es déjà connecté. Oui, je suis là. Donc Thierry Moget, je suis responsable cloud chez Keolis. Très bien, merci Thierry. Donc nous fera part en fin de ce webinaire d'un retour d'expérience donc de la mise en place du FinOps au sein de Keolis. Comme le disait Léa, donc vous pouvez poser des questions dans le chat. On surveille les questions pour essayer d'y répondre, soit en toute fin de webinaire, soit dans le cadre de la présentation si vous le souhaitez. Donc dans la présentation de Lucernis en quelques mots. Donc Lucernis, nous sommes convaincus que la réalisation d'un projet digital doit se faire dans une logique de réalisation agile en end-to-end. Et historiquement, et donc réalisation end-to-end veut dire qu'on a un projet qui peut arriver de la partie métier, qui va de façon agile traverser toute l'organisation de l'entreprise en passant par les devs et les infrastructures. Lucernis étant historiquement plutôt cabinet de conseil en infrastructure, pour adresser ces sujets, nous avions depuis quelques années un partenariat avec la société Castellis, qui est une société de développement et d'intégration, de plus d'une centaine de personnes et plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et afin de servir ces projets agiles de end-to-end, nous avons décidé de monter une joint venture ensemble afin de proposer ce service de bout en bout. Donc au travers de notre Tech Agency qui traite des projets plus de côté délivré applicatif, DevOps et Cloud, et la partie conseil IT au travers le Lucernis Advisory IT. Pour cela, nous avons un catalogue de services de 4 pans, donc un pan conseil, un pan transformation, un pan performance financière et un pan sourcing. Et vous voyez donc sur ce slide, notamment avec la petite étoile, les activités qui ont été renforcées ou ajoutées du fait de cette joint venture. Et donc, nous traitons à travers du conseil, de l'architecture logicielle, du DevOps, du Move to Cloud en passant par de l'architecture et du sourcing technique, de l'agilité plutôt sur le framework SAFe et de la sécurité. Et dans la transformation, nous accompagnons nos clients dans leur Go, Move ou Transform to the Cloud, dans le DevOps, le développement et le pilotage de la délégation. Point important donc, sur lequel on va focaliser aujourd'hui sur la partie performance financière, le FinOps, qui est bien évidemment renforcé du fait de cette joint venture sur cette partie effectivement Tech Agency. Et puis la partie sourcing IT qui nous permet de faire depuis plusieurs années pour nos clients de l'assistance technique jusqu'au management de transition en passant par le recrutement sur ces profils plutôt pénuriques dans ce marché IT. Voilà, et donc nous sommes Lucernis, à peu près 65 personnes pour 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous avons clôturé au mois de juin 2020.
Voilà, donc je voulais pas vous embêter plus longtemps avec la présentation du Cernis, mais c'était important de savoir comment, effectivement, au travers de ce webinaire FinOps, notre activité, renforcée par cette joint venture avec une société plutôt de développement, renforce et permet d'aller plus loin sur ces prestations. Pour parler de l'agenda, nous allons définir le FinOps au travers de ce webinaire, expliquer aussi pourquoi il se propage dans les organisations, donc avec cette terminologie dont vous avez probablement entendu parler, dont nous entendons parler de plus en plus. Enfin, nous allons détailler les 4 phases que nous avons, Lucernis, définies. Donc, on va rentrer un petit peu dans le détail de cette mise en place-là. Enfin, répondre à une question qui doit s'en occuper. Donc, ça, c'est un vrai sujet du fait de la fraîcheur de cette activité FinOps, etc. Enfin, activité, on verra comment on le définit, mais en tout cas, on se pose la question de qui doit s'en occuper dans l'organisation. Et enfin, Charles en particulier rentrera dans le détail de la mise en place du FinOps dans son organisation. Voilà, donc à travers ces 5 points, nous espérons pouvoir vous donner tout ce que vous voulez savoir sur le FinOps. Et on va commencer donc par cette définition. Alors, le FinOps, donc c'est une terminologie qui est dans la mouvance de cette terminologie agile, du DevOps, du SecOps ou d'autres terminologies en Ops. Donc, c'est la rencontre, le FinOps, du monde de la finance, donc le monde financier, et des opérations, de ceux qui administrent et gèrent d'un point de vue opérationnel les plateformes cloud. Donc, dans le développement de ces entreprises vers le cloud, aujourd'hui, on a dans les études, on entend que plus de 93% des entreprises ont au moins un service dans le cloud, et il y a bon nombre veulent être multi-cloud. Et bien évidemment, cette terminologie se déploie de plus en plus. Et cette rencontre donc du monde financier et du monde opérationnel dans le FinOps se fait aujourd'hui dans la mouvance donc de l'agilité, je le disais, mais également dans la notion du temps réel. Ce qui est extrêmement important dans le cloud, lorsque l'on se transforme dans le cloud et qu'on choisit de mettre des ressources dans ces plateformes, vous avez les principales là dans le slide, le temps réel est une notion extrêmement primordiale. Et elle devient de plus en plus primordiale pour le FinOps, puisque le FinOps, en fait, a pour intérêt de pouvoir donner de l'information en temps réel. Donc, on fait à travers du FinOps de la production d'informations en temps réel, que ce soit au travers de rapports ou de plusieurs autres assets. Donc, extrêmement important d'avoir cette notion. Je veux savoir quand ma plateforme commence à dégager de l'usage, donc de la facturation. Les modèles de facturation dans le cloud, qu'ils soient pay-as-you-go ou pay-per-use, eh bien, ils peuvent déraper très rapidement. Donc, il faut absolument avoir cette information en temps réel. Et également, il y a une notion en fait d'ajustement des process. L'ajustement des process que l'on a et que l'on met dans le cloud, ils doivent se faire dans les temps. C'est pas a posteriori ou c'est pas a priori. C'est le just in time de l'ajustement des process qui doit se faire là. Donc, deux notions importantes, primordiales, associées au temps réel, la production de rapports et cet ajustement de process. Et puis également, dans cette rencontre de ces mondes de la finance et des opérations, nous sommes dans le FinOps, dans un travail de concert, alors un petit peu dans la mouvance de l'agilité, c'est transverse, on doit travailler tous ensemble et de concert. Donc si on doit retenir quelque chose sur cette définition du FinOps, c'est bien la rencontre du monde financier et du monde des opérations et dans cette thématique d'agilité et de temps réel. Alors du coup, pourquoi le FinOps se propage dans les organisations? On entend parler énormément. En fait, il faut savoir, au travers de quelques chiffres, et vous allez voir, vous les connaissez probablement, vous en avez entendu parler, au niveau de la dépense mondiale du cloud, si on prend des chiffres que l'on a pris dans les agences IDC, Gartner, mais bien d'autres en parlent, en 2018, on parlait de 190 milliards de dollars de dépenses dans le cloud, soit à travers la génération d'une nouvelle économie, soit dans la transformation des économies existantes vers ces usages cloud en mode pay-per-use ou pay-as-you-go. En 2019, on est arrivé à plus de 230 milliards de dollars, donc plus de 20% de croissance, donc des chiffres qui peuvent donner le tournis. On attend pour 2020, alors dans les chiffres qu'on a pu avoir de ce qui a été produit, c'est 275 milliards de dollars, mais on entend déjà Forrester et même le Gartner qui sont en train d'expliquer que dans ce contexte du Covid, aujourd'hui, cette transformation digitale est beaucoup plus importante et on parie plutôt sur 300 milliards de dollars et jusqu'à même, dans les 4 ans, plus de 1000 milliards de dépenses dans le cloud.
Dans le cloud, avec aujourd'hui, alors pour vous donner une tendance aussi plutôt nationale, hein, si on prend ces chiffres-là, en 2019, on parle d'à peu près 11 milliards de dollars de dépenses dans le cloud. 2020, la tendance est aux alentours de 16 milliards de dollars et probablement plus du fait de cette accélération du monde digital que l'on connaît depuis le début de l'année 2020. Et on a dans ce cloud une nouvelle facturation qui arrive, avec des nouveaux produits. Dans les plateformes, pour ne citer que les plus grands, les AWS, les Google ou les Azure, le nombre de produits que l'on peut sourcer, que l'on peut acheter et que l'on peut utiliser est extrêmement important. Il s'en crée de nouveaux tous les jours. Donc, on est dans une complexité importante de la facturation. On a d'ailleurs certaines études qui disent de cette nouvelle facture du cloud qui arrive, il y en a 16% qui disent seulement avoir une vision parfaite. Et pour autant, 20% déclarent ne pas comprendre certaines lignes de facturation. Donc, on est quand même à 1/5 des gens qui reçoivent une facture qui ne sont pas capables d'expliquer certaines lignes, avec des lignes extrêmement complexes, des noms de produits très complexes. Et 47% disent ne pas comprendre du tout la facturation. Donc, près de la moitié de cette facture n'est pas comprise par ceux qui sont censés la payer. Ce que l'on sait aussi dans les études, c'est que dans cette dépense, on a 10 à 30% de cette dépense qui est gaspillée chaque année, ce qui représente, ne serait-ce que pour 2020, une enveloppe, en étant très prudent, de plus de 30 milliards de dollars. Et cette dépense gaspillée, elle est catégorisée aujourd'hui caractérisée par 4 catégories de ressources, ce qu'on appelle les idle resources, les oversized resources, unused et untagged. Donc des catégories de ressources qu'il va falloir regarder. Et le FinOps va s'attacher notamment à regarder ce genre de ressources, ce genre de points. Autre point important aussi, et ça vient avec, je dirais, le premier point, c'est que l'absence d'un cockpit financier sur les usages du cloud ou d'alerting sur les usages que l'on fait et la dépense qui est associée, elle est source d'un blackout complet, en sachant que dans le cadre du mois, qui est plutôt, je dirais, la métrique de facturation, bien la dépense peut être extrêmement importante. On est encore une fois sur du temps réel. Donc très important de mettre cela sous contrôle. Le FinOps également, il se propage puisqu'il l'aide, il est là aussi pour aider à tenir les objectifs et de cette promesse de la transformation dans le cloud. La promesse de la transformation dans le cloud, c'est de pouvoir contrôler et facturer, bien évidemment, c'est un des objectifs. C'est également une promesse de pouvoir rentabiliser ses investissements. On parle souvent d'une promesse que le cloud peut potentiellement coûter moins cher que le on-prem. Encore faut-il qu'il soit mis sous contrôle à périmètre constant, en tout cas de pouvoir en rentabiliser ses investissements et donc prédire ses usages et ses besoins. C'est à ça que va servir le FinOps. Et pour ça, on l'édicte au travers de 4 phases principales qui permettent de servir ces objectifs. Donc dans une espèce de roue de Deming qui part donc de définir les choses, de pouvoir informer au travers du FinOps, de pouvoir optimiser, bien évidemment, le FinOps est là aussi pour optimiser, et prédire ses usages et ses besoins. Donc nous allons détailler ces phases-là au travers de ce webinaire. Voilà, donc si on doit pouvoir retenir un élément sur cette propagation du FinOps, elle est bien évidemment liée au fait que les entreprises se transforment de plus en plus vers le cloud, donc la dépense du cloud augmente, les usages augmentent et les produits et la complexité de la facturation est là, donc on a besoin de regarder ces points-là. Et enfin, le FinOps doit servir à tenir ses objectifs de transformation, donc mettre en place un cockpit qui permet, au travers de ces 4 phases, de tenir encore une fois ces objectifs de contrôle, de rentabilité et de prédiction de ce qu'il va se passer avec le cloud. Donc pour entrer dans le détail des 4 phases, donc si on commence par la partie définir, alors définir dans la phase du FinOps, c'est assez structurant. Je dirais que c'est la première démarche, même peut-être au-delà du FinOps, c'est une véritable démarche lorsque l'on part vers ce monde du FinOps, ce monde du pay-per-use, du pay-as-you-go. On a besoin de définir évidemment quels vont être les honneurs de ce FinOps, en tout cas de ce que le FinOps va produire. Et également de savoir à quelle granularité, c'est-à-dire à quel niveau d'information on veut aller. Donc il faut le définir en amont
de choisir et de partir sur des ressources, quelle que soit la plateforme que l'on va choisir. Et enfin, il faut pouvoir édicter une politique de tag, donc le tagging, politique de tag, de quelle façon on va taguer ces ressources dans le cloud, comment on va pouvoir automatiser ce tagging et pouvoir avoir une vraie politique autour de tout ça qui va être garante, je dirais, des phases qui sont derrière et puis surtout de la visibilité que l'on veut donner. Donc informer, extrêmement important également. Il faut savoir que informer, c'est le premier niveau de connaissance. Si on n'est pas informé, bien évidemment, on est dans le blackout, ce que je disais, le noir complet, donc on peut rien savoir. Informer, c'est donc un premier niveau, c'est de pouvoir donner de l'information à travers du reporting. C'est du reporting qui va avec le FinOps et le cloud qui va jusqu'au temps réel, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir être informé en temps réel de ce qu'il se passe au travers de la console. C'est également la possibilité de pouvoir avoir de l'alerting. L'alerting, le temps réel, ça paraît évident, mais à travers le FinOps, on peut pouvoir mettre en place des alertes, de se dire est-ce que j'atteins le budget que je me suis donné dans les temps? Est-ce que je dépense plus rapidement? Est-ce que je dépense moins rapidement? Donc, il faut pouvoir savoir cette information très, très rapidement. Un point aussi important du FinOps, une demande qui est importante du FinOps, on le disait dans un des objectifs, de pouvoir facturer ce qu'on appelle le cost allocation. Donc, dans l'agilité, on a plutôt tendance à vouloir déplacer les budgets au plus près de ceux qui sont les utilisateurs. Donc, le cost allocation permet de pouvoir donner une ventilation des coûts qui sont utilisés dans le cloud, dans ces projets, dans ces environnements, ces applications, ce genre de points. Et puis enfin, le FinOps, au travers de l'information, permet de faire aussi des analyses, donc qui vont, comme je le disais tout à l'heure, jusqu'au temps réel. Notion extrêmement importante dans le FinOps. Dans la partie optimisation, donc la partie optimisée, on pourrait dire opérer aussi, on pourrait dire agir en tout cas, c'est mettre en œuvre ce qui est le plus performant pour la plateforme et pour le business, que ce soit d'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue technique et bien évidemment d'un point de vue financier. Dans les actions d'optimisation dans cette phase, on va parler de code optimization. Donc le code optimisation, pardon, c'est la possibilité de pouvoir optimiser le code d'une application, par exemple, de façon à ce qu'elle vienne requêter dans les plateformes de la façon la plus optimisée possible, qui est source bien évidemment de performance, mais également de performance financière, pas que performance technique ou fonctionnelle. On parle aussi du dispute, bien évidemment. Il faut pouvoir réconcilier ce que l'on achète, ce que l'on paye. On parle de right sizing. Donc le right sizing, c'est en fait la possibilité de pouvoir mettre au bon niveau les usages que l'on fait. Donc on right size les ressources, par exemple. On va parler de waste avoidance, pardon. Donc c'est la chasse à ce gaspille. Alors j'en parlais tout à l'heure des idle resources, unused resources, untagged. Alors on avait une question d'ailleurs sur ces mots-là. Donc le idle resources, on va plutôt être sur des ressources qui sont sous-utilisées, on va dire, oversized, donc qui sont surutilisées. Donc il faut pouvoir faire ces actions, donc la right sizing en particulier. Et puis on va avoir des ressources unused. Donc unused resources, ce sont des ressources que l'on a pu sourcer à travers de la plateforme pour un projet, par exemple, et puis elles ne sont plus utilisées, donc il faut avoir la capacité de pouvoir les arrêter. Et puis la partie untagged, donc ça vient avec le point initial dans la définition, c'est que si on n'a pas tagué les ressources, on ne sait pas à quoi les rattacher et on peut se poser la question est-ce que c'est utile ou qu'est-ce que l'on doit en faire. Et enfin, dans l'optimisation, on parle de réservation d'instances qui permet de pouvoir optimiser les coûts. Et enfin, l'automation, là, on va parler de auto-scaling, par exemple, de start and stop sur certaines ressources, de façon à optimiser, encore une fois, performance technique et finance. Voilà, donc c'est une action très importante dans le FinOps, cette optimisation, donc c'est de pouvoir opérer et agir sur la plateforme. Et un point extrêmement important et qui est assez clé aussi dans le FinOps, c'est pouvoir prédire. Donc prédire, en fait, c'est la clé pour se donner finalement de la visibilité, pas en forme de boule de cristal, mais plutôt en forme de basée et environnementée sur les taux d'utilisation et les taux de consommation de la plateforme. Alors quand je dis environnementé, c'est que
dans la prédiction, on peut les confronter à son environnement, je dirais à son environnement business. Est-ce que, par exemple, si on est en phase de développement ou d'acquisition de ressources, il est peut-être normal qu'on ait des chiffres de croissance très importants. Du coup, dans la prédiction, c'est peut-être normal de se dire aujourd'hui je suis à 100, demain je vais être à 10 000. C'est tout à fait logique, c'est bien ce que je prévois de faire. Par contre, c'est aussi de pouvoir dans la prédiction se dire non, si je suis plutôt à maturité ou je suis plutôt sur un environnement qui est censé être stable, est-ce que cette croissance elle est normale si elle ne l'est pas, que je puisse savoir très rapidement où j'en suis et je reboucle en fait avec ces 4 phases-là: définir, informer, agir, optimiser sur la plateforme. Voilà ce que je pouvais dire sur ces quatre phases principales. Donc, chose importante, je ne l'ai pas reprécisé sur les phases optimisées et prédire, mais bien évidemment, tout ça est très prégnant par rapport au temps réel. Encore une fois, dans une plateforme cloud, vous avez vu les chiffres, on parle de 300 milliards de dollars de dépenses au niveau mondial, ne serait-ce que les 16 ou 17 milliards sur la France. En temps réel, c'est une consommation extrêmement importante. Bon nombre de nos clients, et peut-être même vous l'avez vécu personnellement, le dérapage est à la portée de tous sur le cloud et c'est un peu dommage de le découvrir a posteriori sur une facturation. On n'est pas en train de parler de petits montants, c'est des enjeux importants et beaucoup de personnes impliquées dans ces usages du cloud. Donc voilà ce que je pouvais dire sur les phases principales du FinOps. Et enfin, question importante qui doit s'en occuper de tout ça, parce qu'on a fait tous plein de choses. Le FinOps peut donner le sentiment d'être quelque chose qui se rajoute. Ça se rajoute de facto, effectivement, dans les usages du cloud, et c'est important, comme on le définissait tout à l'heure. Donc le FinOps, quand on parle de FinOps practitioner, quand on regarde le pan finance du FinOps, donc finance, la finance, elle va plutôt dire, non, c'est pas chez nous en fait, ça va plutôt être un technicien, parce que c'est du cloud, c'est du Azure, du AWS, etc. Nous, c'est pas nous qui allons nous occuper, on n'y connaît rien. Quand on en parle côté opération, eux ils disent non mais FinOps c'est financier, donc ça doit être un gars du contrôle de gestion, de la finance qui s'en occupe. Grosso modo, c'est pas chez moi. Bon, en fait, le FinOps ça se résume pas à c'est un tech ou c'est du contrôle de gestion. C'est pas du tout de cette façon que ça fonctionne. Le FinOps, alors il y a beaucoup de lectures sur le web autour de ça et beaucoup de gens qui ont essayé d'en définir comme un métier, comme une pratique ou ce genre de choses. En fait, le FinOps, ce qu'on s'aperçoit dans les organisations, c'est qu'on parle plutôt d'équipe. On est dans une équipe financière, alors une équipe financière qui est censée être agile, extrêmement important, on en parlait dans la définition. L'agilité autour du cloud, elle est évidemment prégnante, elle est presque native, j'ai envie de dire. Donc, il faut que cette équipe soit agile. Il faut que cette équipe aussi, elle soit multiculturelle ou pluridisciplinaire. On le disait, le FinOps, ça agit sur des composantes financières, bien évidemment, puisque vous utilisez des ressources, vous allez agir et vous allez donc du coup dépenser. Donc, il y a un aspect financier. Mais il y a un aspect dans les plateformes cloud, ce côté Ops, qui est très fonctionnel, qui est aussi un petit peu technique. Donc, il faut avoir une équipe totalement multiculturelle. Et enfin, elle est censée servir, et on va le voir encore un petit peu plus loin, elle est transverse, elle sert tous les services alors j'allais dire de l'entreprise ou de l'organisation, en tout cas du métier, du business et du projet sur lequel elle est mise en place. Et on a plutôt tendance à parler d'un centre d'excellence. Donc à la fois une équipe agile, multiculturelle, pluridisciplinaire, transverse. Donc on est véritablement dans une notion de centre d'excellence. Voilà, donc le FinOps se résume pas à un métier, c'est pas un nouveau métier, c'est pas un nouveau métier en tout cas au sens job. C'est véritablement un job qu'on doit faire à plusieurs, transverse, et qui sert encore une fois les intérêts de tous. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces quatre premiers points, donc du FinOps, une définition du FinOps, les raisons pour lesquelles il se propage dans les organisations, les phases que l'on a pu nous édicter sur ce FinOps et cette action qu'il doit apporter à l'organisation, et enfin les personnes qui doivent s'en occuper. Donc nous allons maintenant vous préciser et rentrer un petit peu plus dans le détail de la mise en place de ce FinOps dans les organisations. Alors pour cela, je vais laisser la main à Charles, que je vais laisser vous présenter.
Donc effectivement, on a présenté le FinOps, ce que c'était, les différentes phases qui s'en occupent. Et donc justement, si je rebondis et je fais la liaison avec l'équipe qui s'en occupe, cette équipe va adresser un public assez large dans la société, en s'adressant donc on a décidé de splitter la population en quatre groupes de personnes. Une partie d'exécutives où on va retrouver les directeurs, CIO, CTO et responsables. Un second groupe de personnes qui seront représentées ici par la finance, où on va retrouver soit du contrôle de gestion, on peut retrouver les achats, en gros les personnes qui vont surveiller et contrôler ou vous demander des reports sur vos dépenses cloud. Un troisième groupe de personnes, donc, où là on est dans un cadre, je dirais, agile avec des product owners. Alors, si vous n'êtes pas encore en agile, ça peut être des équipes métiers, fonctionnelles, business, la MOA. Et enfin, un dernier groupe de personnes qui sont les squads, si vous êtes toujours en agile, vos équipes DevOps ou plus traditionnellement vos équipes infra et développeurs, si vous n'avez pas encore trop fait le move vers l'agile. Donc cette équipe transverse, elle va produire de l'information et l'objectif ici, c'est d'informer en temps réel l'ensemble de ces personnes pour que les décisions qui en découlent puissent être prises de manière efficiente et optimisée. Cette équipe qui adresse ce pool de personnes, c'est elle qui aura contribué donc à la définition de la stratégie et des policies FinOps. C'est elle, à travers le fait d'adresser l'ensemble de ces personnes, qui va faire évoluer, qui sera la source de l'évolution de vos processus, des processus qui sont souvent figés, parce que liés à la finance, vos processus d'achat, pour ceux qui ont débuté dans le cloud, généralement, c'est assez complexe parfois d'aller expliquer à quelqu'un qu'on n'est pas trop sûr encore de la dépense du cloud, savoir si on va plutôt être à 5 000, à 7 000 ou à 8 000 euros, ça peut être un peu perturbant parfois pour des personnes côté finance. Elle va aussi définir le tagging, comment on va identifier chaque ressource sur le cloud, que ce soit un service de base de données, un container, une fonction lambda, pour être sûr que chaque élément consommé sur le cloud soit identifiable et qu'on puisse le rattacher à une partie de la facture, ce qui va entraîner donc la création de ces reports en temps réel qui seront partagés avec les différentes personnes qu'on a présentées ici et qui permettront de prendre des décisions grâce à la définition de métriques que vous aurez définies ensemble, conjointement avec les différentes personnes, qu'elles soient à la fois techniques ou métiers, et de s'assurer aussi, à travers la définition donc, des 5 éléments qu'on a déjà présentés, un sixième, de s'assurer de la compliance de tout ce que vous aurez défini et s'assurer que ce soit mis en place et contrôlé dans le temps. La mise en place de cette équipe, elle est progressive. Ça ne va pas se faire en termes de big bang du jour au lendemain. Petit à petit, la maturité que vous allez gagner va progresser. Ce sera de façon itérative à mesure que vos projets progresseront, votre migration cloud se déroulera et vous pourrez adresser l'ensemble des questions liées à la finance. Si on peut avancer. Donc l'idée ici, c'est de mettre en place un modèle opérationnel et financier, donc transverse, qui puisse adapter l'ensemble des interlocuteurs et s'adapter à la volatilité, je dirais, structurelle même du cloud, où on va retrouver le principe, un des principes fondateurs du pay-as-you-go, pay-per-use, et de pouvoir être ultra réactif et adaptatif. Donc ça, c'était le premier point, c'est la mise en place d'une équipe, donc centre d'excellence, transverse, multi-compétences. Cette équipe, elle va s'appuyer sur un certain nombre d'outils. Outillage qu'on a décidé de catégoriser en 3 grandes familles. Une première famille, on va retrouver les outils liés aux cloud providers eux-mêmes. Là, on a décidé de donner un petit exemple qui n'est pas exhaustif, en listant uniquement les 3 cloud providers principaux, donc Azure, AWS et GCP, où ces plateformes-là sont déjà pourvues avec un certain nombre d'outils internes
où ça peut démarrer de la calculatrice qui va vous permettre d'estimer vos premiers coûts sur le cloud, ou aussi les outils de reporting pour aller avoir des dashboards de vos dépenses sur le cloud avec Cost Management ou Cost Explorer, mais également des outils de recommandation. Donc là, on n'a pas listé, mais il y a des outils de pricing, il y en a d'autres qui s'appellent Advisor, qui vont vous proposer un certain nombre de recommandations, de suggestions pour ajuster vos dépenses sur le cloud au plus près de vos besoins. Ces outils, et vous l'aurez remarqué, ne sont jamais appelés outils FinOps, parce qu'à juste titre, ce sont juste des outils. Il n'y a pas de notion de processus, d'intégration avec vos équipes. On parle plus souvent de cost controlling ou de cost management. Ces outils-là sont assez intéressants si vous êtes mono-cloud et si vous débutez dans le cloud. Maintenant, si vous êtes multi-cloud et que vos factures s'avèrent un peu plus complexes, on a créé donc une deuxième catégorie d'outillage où là, on va retrouver les outils FinOps du marché. On s'est donc mis une petite vue ici avec le report Forrester de cette fin d'année qui catégorise et classifie les principaux acteurs. Donc on va retrouver ceux que la plupart d'entre vous utilisent sans doute déjà autour de Flexera, Attio et évidemment en position de leader Cloud Health de VMware. L'intérêt et l'avantage de ces outils sont la possibilité qu'ils offrent d'avoir une vision analytique multi-cloud de vos défenses. En effet, ils s'interfacent donc avec les différents cloud providers et permettent assez facilement cette consolidation de vos dépenses si vous êtes sur plusieurs clouds. Donc, je ne suis pas en train de dire que tout le travail est fait automatiquement. Il y a un petit travail de setup à réaliser tant pour la connectivité que pour la création des reports. Mais ces outils sont très puissants, peuvent réaliser des projections donc ajustées de vos dépenses cloud. Le reporting, c'est vraiment au cœur de ces outils. Et en plus de ces fonctionnalités, je dirais, standards analytiques, il y a souvent des volets d'accompagnement au niveau de compliance, de sécurité et également de l'alerting qui peut être très intéressant pour aller paramétrer un certain nombre de seuils et, comme l'a précisé Christophe précédemment, éviter certains dérapages qui peuvent être source de dépenses assez élevées. Et enfin, un troisième groupe d'outils qu'on a regroupé sous le terme d'automatisation, parce qu'un certain nombre d'entre vous peuvent aussi développer leur propre reporting, aller requêter avec des outils tels que BigQuery ou s'appuyer sur du Terraform pour aller rechercher les informations de vos dépenses sur le cloud, ou tout simplement venir compléter ce qu'un cost management ou ce qu'un Cloud Health n'arriverait pas à faire parce que vous avez un besoin spécifique et vous souhaitez compléter ces reports. Donc ça, c'est le deuxième pilier, l'outillage. Et il y a un troisième pilier qui est un objectif en soi sur le cloud, qui est la mise en œuvre donc d'un outil pour caractériser et évaluer l'efficience de vos dépenses sur le cloud. Aujourd'hui, le FinOps, je dirais, a deux objectifs. Un premier objectif qui est le contrôle et bien évidemment la maîtrise de vos dépenses sur le cloud pour vous permettre d'ajuster vos coûts et éviter les dérives, la partie maîtrise. Donc ça, on l'a bien vu expliquer. Un second objectif, c'est de réussir à évaluer donc l'efficience de vos environnements cloud pour délivrer les fonctions et les services business applicatifs à vos entités. Ça, c'est un point très intéressant. Savoir si les choix d'architecture, d'options, de services que vous avez faits sont à la hauteur du service que vous allez délivrer au sein de vos entités pour vos clients. Est-ce que la richesse d'un cluster, d'une configuration pour votre CRM est bien alignée avec les enjeux métiers que vous avez? Est-ce que la plateforme d'intranet que vous avez mis en place, est-ce qu'elle n'est peut-être pas un peu trop riche ou luxueuse pour le besoin et la valeur métier que vous en retirez? Donc la mise en place de cette squad FinOps, l'évolution des processus, l'utilisation, donc on a vu d'un outillage adéquat, la mise sous contrôle des dépenses cloud doit vous permettre d'atteindre cette maturité au niveau du FinOps pour réussir à évaluer la performance de vos applications.
et des services donc hébergés dans le cloud. C'est vraiment la dernière étape. Et la réussir, en fait, c'est pouvoir traduire donc une certaine mise en œuvre qui sera aboutie de votre transformation cloud, et elle permettra de vraiment lier et mettre en lien direct la valeur de vos applications, la valeur de vos services métiers à vos dépenses et à la justesse, je dirais, de vos choix que vous avez fait sur le cloud. C'est un des objectifs principaux du FinOps. Voilà. Je vais relaisser la parole à Christophe. Super, merci beaucoup. Merci Charles pour cette présentation. Alors peut-être avant de passer au retour d'expérience avec Thierry, on a quelques questions auxquelles on va peut-être répondre là. Donc on a notamment une question qui est comment s'inscrit une démarche FinOps dans un modèle hybride et un modèle challenge on-prem cloud. Alors, comme on le disait, hein, le FinOps, enfin Charles vient d'en parler au niveau de l'outillage, hein, soit les outils du marché ou les outils d'automatisation. Bien évidemment, le FinOps, il est multi-cloud. Il ne s'arrête pas qu'à une seule et même plateforme. Et c'est même l'objectif de pouvoir mettre en place un cockpit financier qui soit le même quelle que soit l'utilisation de la plateforme que vous faites pour avoir ces tendances-là d'une façon globale. Et sur la partie on-prem, alors vous avez certains outils, alors que ce soit d'ailleurs dans les plateformes elles-mêmes, comme le disait Charles, à travers la calculette, mais pour le coup, au travers des outils de FinOps, on a la possibilité de pouvoir récupérer pour certains des informations qui proviennent du on-prem. Alors en particulier, moi, je connais celui de VMware qui le fait, je pense qu'il y en a plein d'autres qui le font aussi, et la capacité de pouvoir évaluer avec une grille de prix la possibilité de se transformer dans le cloud. Donc le FinOps peut aider à ça également. On avait une autre question aussi sur la partie code optimisation dans le cadre de la notion de temps réel. Alors, quand on parlait d'optimisation, de reporting, hein, quand j'ai défini ces étapes, reporting, optimisation, elles peuvent aller jusqu'au temps réel, c'est-à-dire qu'on peut faire des rapports qui sont des analyses qui ne sont pas en temps réel, et on a des optimisations aussi sur lesquelles le temps réel ne s'applique pas en termes d'action. Typiquement, l'optimisation du code ou une étude serverless, par exemple, n'est pas une étude que l'on fait sur le temps réel. Mais ce que l'on veut dire à travers ces étapes-là, c'est que certaines optimisations peuvent aller jusqu'au temps réel. Bien évidemment, l'optimisation du code, elle va pas se faire en temps réel, elle va se faire plutôt a posteriori, mais a posteriori, elle peut se faire dans un délai relativement court, si tant est qu'on ait l'information, bien évidemment. Voilà, donc j'espère que ça répond à votre question. Et ensuite, donc on a une remarque effectivement sur l'optimisation. Oui, alors il y a pas cité toutes les pistes d'optimisation qu'il existe, mais il y a celle-là aussi, bien évidemment, et bien d'autres aussi. Et enfin, est-ce que les outils de VMware permettent aussi d'évaluer ses dépenses sur des plateformes hébergées sur Azure? Oui, alors ils ont la possibilité d'aller chercher des plateformes hébergées sur Azure, en effet. L'hybridation, je pense qu'on en a parlé. Préconiser une équipe de FinOps par cloud provider. Alors c'est ce que je disais dans le fait de mettre en place une équipe FinOps, c'est pas par cloud provider. Cette équipe FinOps, elle est par essence multiculturelle, pluridisciplinaire et transverse. Et donc c'est une seule et même équipe qui va pouvoir regarder en fait. Enfin, comme le disait Charles, hein, l'équipe, le centre d'excellence, il est au service de l'exécutif, de la finance, du business et des squads. Donc il n'y a pas il faut pas faire une équipe par cloud provider. C'est bien une équipe transverse à tous ces clouds-là. Voilà, FinOps on-prem pas compatible. Ça, je pense avoir répondu. C'est pas que c'est pas compatible, c'est que le FinOps, les actions que l'on a à travers le FinOps et à travers ce que l'on sait de ce qu'on en a commencé à transformer peut aider à accélérer cette transformation vers le cloud. Mais effectivement, après, optimiser du on-prem, encore une fois, cloud, on est plutôt dans le monde de l'opexisation. Donc, effectivement, c'est du temps réel et de l'optimisation en continu. Le on-prem, c'est plutôt de l'amortissement sur des choses qui ont été achetées. Donc, effectivement, quand vous avez acheté une baie avec des serveurs, l'optimiser, ça peut être compliqué.
Et vous parlez d'ajustement de processus. Quel process est-il les plus impactés? Alors, Charles, je peux peut-être te laisser répondre sur ce point-là. Les processus, il n'y a pas un processus qui va être impacté spécifiquement. Maintenant, si je vais en citer un, c'est pas forcément le FinOps en tant que tel, c'est le fait de passer en FinOps. Si vous êtes au FinOps, vous êtes sans doute passé déjà au DevOps. Et le processus qu'on voit qui est le plus impacté et qui nécessite le plus d'efforts, c'est tout ce qui est gestion du changement. Par rapport à avant où vous étiez, par exemple, je vais prendre juste un exemple et on pourra en discuter beaucoup plus longtemps. Le CAB, en fait, comité donc des gestions des validations des changements, là, on voit bien dans tout ce qu'on a décrit, dans ce que Christophe a expliqué, dans les points que je suis revenu sur les équipes, il y a une certaine autonomie et choix qui vont être faits de façon quasiment live, instantanée, et on n'est pas dans la comitologie assez structurée et rigide que ITIL pouvait décrire il y a plusieurs années, même si ITIL, dans ses dernières versions, c'est relativement adapté au DevOps. Donc la gestion du changement est généralement le processus qui sera le plus impacté. Merci Charles. Alors on a une question sur la personne technique qui remonte les coûts côté IT. Quelle personne a vu l'habitude de voir la personne chargeant de transformation cloud et le responsable infrastructure? Là, je laisserai Thierry Meuget répondre à cette question qui lui est directement au cœur du réacteur, donc il pourra répondre à cette question-là. Juste une question sur le cost saving qu'on peut espérer en pourcentage. Très bonne question, effectivement. Alors aujourd'hui, quand on regarde les retours des providers, notamment ceux qui sont sur le report du Forrester et même les plateformes elles-mêmes, on parle d'une fourchette de 25 à 30% de transformation de ce fameux wasted usage, donc qui représente des transformations importantes. Et en même temps, 25 et 30% peut sembler être un taux faible. Alors, il faut savoir que dans le FinOps, comme on le disait, il y a cette accélération de transformation des entreprises vers le cloud, que ce soit des économies nouvelles ou des économies existantes qu'on transforme dans le cloud, font que forcément on est plutôt face à une politique d'investissement. Donc le FinOps, il va être là plutôt agir en termes de cockpit pour maîtriser cette accélération dans le cloud et être informé de cette accélération en termes de coûts. Donc il n'y a pas forcément toujours des optimisations, mais en tout cas, il y a une vraie visibilité qui permet de la maintenir et d'éviter qu'elle dérape. Et donc, ces 25 à 30% restent cette partie qui est quand même optimisable, où potentiellement, on a pu surévaluer les ressources que l'on a prises par rapport aux besoins qu'il y avait. Encore une fois, hein, dans cette route d'aiming, je définis, j'informe, j'optimise, je prédis, donc je peux réajuster un petit peu les choses, un espèce de fine-tuning automatique, enfin automatique entre guillemets. En tout cas, l'automatisation est un mot important dans le cloud. Et enfin, donc dans ces 25 à 30%, on a aussi tout ce qui est, comme c'est une nouvelle façon d'utiliser les ressources, on allume des ressources et potentiellement, on les éteint pas. Donc la fameuse catégorie Unused Resources permet de faire ces optimisations. Voilà. Alors je réponds aux questions rapidement. Hein. Il y en a encore deux. N'est-ce pas plutôt une révolution pour le process utile capacity planning? Alors ça c'est plutôt une question pour Charles. Le capacity planning est aussi impacté. Après, il y en a plusieurs. Le change, c'est culturel. Le capacity planning, on va vraiment enfin, je dirais, se rapprocher du Graal, où avant on était encore sur de la prévision trimestrielle ou annuelle et qui était liée aux commandes de hardware. Au niveau du capacity planning, effectivement, on va se rapprocher d'un ajustement en temps réel. Et la capacité de mesure que l'on a sur les plateformes cloud répond à la définition théorique qui avant était assez éloignée des réalités qu'on avait. Donc effectivement, c'est aussi un processus qui sera impacté. Merci Charles. Et enfin, dernière question, est-ce que vous êtes capable d'envoyer des alertings par mail ou autre pour informer en temps réel le coût consommé et donc prévenir le client? Pour indiquer la démarche d'optimisation à prévoir, oui, bien évidemment, c'est encore une fois, c'est bien l'objet du FinOps, hein, c'est d'avoir cette capacité à être informé et à pouvoir opérer en temps réel des alertes. Une alerte commune, hein, par exemple, qui va vous parler très facilement, mais je peux décider de façon automatisée hein, dans les outils, dans les plateformes, décider que je veux être informé quand dans le cours du mois, quand je dépasse ou j'atteins
le budget que je m'étais alloué sur la même ressource le mois d'avant, de façon à pouvoir prendre une action directe d'optimisation, soit de couper la ressource, soit d'aller m'enquérir de pourquoi cette ressource se met à consommer au bout d'une semaine le budget que j'avais consommé tout le mois dernier. Donc oui, cette information en temps réel, elle est extrêmement importante. Cette notion de temps réel, pardon, est extrêmement importante dans le FinOps et dans le cloud. Voilà, donc je ne vois pas d'autres questions. Je vais laisser la main à Thierry Mauget, donc qui nous a fait le plaisir de participer à ce webinaire pour faire un retour d'expérience au sein du groupe Keolis. Donc Thierry, je te laisse la main. Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Donc, je suis Thierry Mauget, je suis responsable cloud chez Keolis. Juste un petit mot rapide. Keolis, on a un opérateur de transport public. On exploite différents types de réseaux, que ce soit du bus, du métro, du car, du tramway. On est une société détenue à 70% par la SNCF et 30% par la Caisse des dépôts du Québec. Rapidement, on est sur le cloud depuis environ 2 ans maintenant. On va avoir une centaine d'applications sur le cloud d'ici la fin d'année, avec une forte accélération depuis le dernier trimestre. Je pense que dans 2021, on va passer à la vitesse supérieure, donc d'où l'intérêt d'avoir ce FinOps en place le plus tôt possible. Nous, concernant le FinOps, on a vraiment 3 aspects qui sont super importants, dont tu as déjà parlé Christophe, mais je vais réappuyer sur ces 3 aspects-là. La première, pour moi, qui est vraiment la priorité numéro 1, qui est vraiment la gestion du budget. Alors, comment on gère ce budget? Notre démarche a été de se dire, voilà, on va demander à toute équipe produit qui développe sur le cloud de nous indiquer un budget mensuel alloué à son application. Et ça, c'est un peu une nouveauté, c'est quelque chose en plus qu'on impose. Donc, ça implique quand même pas mal de pédagogie à notre niveau et au niveau des squads, différents produits. Mais voilà, on va vraiment imposer ce budget. Donne-moi ton budget. Si tu es sur le cloud, tu dois me donner ton budget. Ça implique aussi du contrôle de notre part. Ce contrôle, on le fait au niveau des policies et des audits qu'on a au niveau de notre cloud provider, qui nous permettent d'être sûr qu'on n'est pas trop dans la raquette et qu'on ait bien l'exhaustivité des applications dans le cloud afin d'y allouer ce budget. Une fois qu'on a ce budget, l'énorme intérêt, c'est qu'on peut y définir des alertes et donc d'être immédiatement alerté si on a un dépassement de budget. Et voilà pourquoi c'est ma priorité numéro 1, c'est déjà d'arriver à contrôler vraiment nos dépenses et d'être sûr en temps réel, je veux dire entre guillemets, d'être sûr qu'on n'ait pas des débordements de budget au niveau de nos projets. Donc ça, c'est vraiment la priorité numéro 1. La deuxième, c'est le reporting. Le reporting qui nous permet bien sûr d'avoir notre consommation cloud, les coûts par application et par environnement qui sont très intéressants, notamment au niveau des squads applicatives, le forecast aussi. Et il y a une nouveauté aussi, je dirais, qui est apparue vraiment, je le vois là, suite à la crise du Covid. Nous, on communique en fait tous ces rapports-là à notre contrôle de gestion. Et je trouve que c'est très très intéressant et d'ailleurs ils sont très preneurs. Ça montre en fait qu'on est très rigoureux par rapport à nos dépenses cloud. On est totalement transparent, qu'on tient bien nos budgets. Et je pense que c'est un vrai levier aujourd'hui. C'est pas quelque chose qu'on avait historiquement on-prem ou c'était plutôt des choses qu'on faisait plutôt de façon semestrielle. Là, maintenant, voilà, on va envoyer directement nos rapports au contrôle de G et en toute transparence, et ça les rassure. On avait eu, lorsqu'on avait présenté la prestation FinOps à notre hiérarchie, le contrôle de G était présent, ils avaient été très intéressés par cette partie-là. Ils ont vraiment poussé pour qu'on mette en place ce FinOps. La dernière partie, c'est l'optimisation. Alors, ça, bien sûr, c'est très intéressant. Déjà, parce que indirectement, ça nous paye notre prestat FinOps. Ce que je constate, moi, c'est que on a vraiment des gros gains, surtout sur la partie IaaS. Bon, c'est un peu normal, parce que tout ce qui est PaaS, en fait, on a quand même beaucoup de services où on paye à l'usage. Et donc, on va dire qu'on a déjà une certaine optimisation qui est faite, mais c'est vrai que sur la partie IaaS, c'est super intéressant. Donc voilà, bien sûr, la partie optimisation, voilà, ce qui fait partie des 3 piliers.
Juste un petit mot aussi sur cette gestion de FinOps. On s'était posé la question de savoir si c'est quelque chose qu'on allait gérer en interne ou plutôt externaliser. Assez rapidement, on a décidé d'externaliser cette ressource, tout simplement parce que c'est des compétences assez particulières. Je dirais que c'est un peu un métier de niche. Nous, on n'avait pas forcément de ressources comme ça en interne. Embaucher ce type de ressources, on a trouvé ça un peu compliqué. Et donc voilà, on a fait le choix de prendre un prestat externe, donc Lucernis pour le coup, pour nous faire cette presta-là. Et donc on travaille vraiment avec Lucernis qui va contacter directement les squads, hein, donc on les implique vraiment dans nos projets pour tous ces 3 aspects que j'ai définis avant, la gestion du budget, le reporting et l'optimisation. Voilà, j'ai présenté un petit peu, c'était très rapide hein, du coup, hein, un petit peu voilà, comment on fonctionnait avec le FinOps chez nous. Je suis bien sûr à votre dispo pour répondre à vos questions. Je sais pas si Ouais, on a. merci Thierry. Il y avait une question justement que je pense peut-être tu peux répondre plus facilement sur quelle est la personne technique pour la personne technique qui remonte les coûts côté IT, quelle personne avez-vous eu l'habitude de voir? La personne en charge de la transformation cloud, le responsable infra. Alors, tu en as parlé un petit peu de savoir. Alors moi, c'est moi qui suis. Alors effectivement, moi, comme je suis en charge de la partie cloud chez Keolis, donc c'est moi qui porte un peu le sujet. Ça aurait pu être des gens du contrôle de gestion, mais on a décidé de le faire plutôt de mon côté parce que moi j'ai l'angle historique technique. Cette partie-là de pédagogie, elle se fait plutôt bien par quelqu'un aussi de technique au niveau des équipes. L'argument, comment dire, mon copain du contrôle de gestion, je préfère le sortir que quand vraiment je vois que ça avance pas, quoi. Mais on le fait plutôt d'une partie technique que plutôt de la partie financière pour porter ce sujet-là. Ok, merci Thierry. Une autre question sur multi-cloud ou monocloud, Keolis? Alors, nous, aujourd'hui, on est monocloud. Notre stratégie, ça a été vraiment de maturer sur un seul cloud provider pour l'instant et de mettre en place, en fait, tout ce qui était super important, comme le FinOps notamment. Et puis, on verra un peu plus loin plus tard, sans doute dans 1 ou 2 ans. Mais voilà, c'est déjà de se dire, ouais, il y a quand même beaucoup de choses à apprendre hein, du cloud et notamment à développer en cloud native. C'est ce qu'on est en train de faire là en ce moment. Donc voilà, notre position, ça a été de se dire, on va maturer sur un seul cloud provider et on s'ouvrira les chakras entre guillemets un petit peu plus tard, sans doute dans 2 ans. Il n'empêche que le FinOps sera déjà en place et il y aura déjà des bons réflexes qui auront été posés. Parce que quand je vous parlais de fixer un budget dès qu'on lance un projet, ça, c'est un réflexe que je veux avoir à ZAP et qui perdurera. Merci beaucoup Thierry. Je vois pas d'autres Merci à questions vous. dans le chat pour l'instant. Écoutez, voilà, donc on est arrivé au terme de ce webinaire. J'espère qu'il vous a intéressé. Donc nous allons, enfin Léa va peut-être le préciser, mais il y aura un replay de ce webinaire dans les jours qui viennent sur les plateformes du CRIP, d'IT Forum et de Lucernis, bien évidemment, et la production d'un livre blanc également autour du FinOps que nous allons bientôt promouvoir. Alors, si on a 2 autres questions, Thierry, peut-être pour toi. Utilisez-vous une CMP ou d'autres outils? Et une autre question, Biol versus FinOps. Alors, nous, non, on n'utilise pas de CMP. Les outils, si on parle des outils FinOps, justement, nous, notre position, ça n'a pas été du tout de prendre des outils FinOps, c'est de confier à notre prestataire FinOps le choix de l'outil. On ne veut pas s'en occuper. On a des gens qui sont experts. Donc, moi, Lucernis, aujourd'hui, ils utilisent un outil. Si demain, ils utilisent un autre, à la rigueur, je m'en fiche. Moi, ce que je paye, c'est de la presta. Sur le Bring Your Own License ou du FinOps, là, je ne sais pas trop quelle est la question. Peut-être sur des optimisations, si on a déjà des licences et qu'on peut réutiliser en interne, c'est ça. Tout ça, je pense que ça rentre dans les… Justement, on travaille quand même en lien avec notre presta FinOps. Hein. Donc, à lui de connaître et on discute ensemble pour connaître en fait toutes nos spécificités
Je pense notamment dans le domaine Azure, si on a de la software assurance, est-ce qu'on ne peut pas avoir des gains, des optimisations à ce niveau-là? Ça fait partie des échanges quotidiens, enfin peut-être pas quotidiens, mais réguliers en tout cas, qu'on a avec notre Presta FinOps. Et c'est ce que j'allais dire en complément, Thierry, effectivement, c'est que ce qui est important dans le FinOps, hein, encore une fois, cette notion de temps réel est très prégnante. Donc, quand on travaille avec des squads, hein, comme on peut le faire avec nos clients, avec Keolis en particulier, c'est effectivement d'être au plus près des besoins et des contextes et des environnements pour pouvoir ajuster des prestations effectivement de conseil, d'optimisation, d'information, d'alerting. Tout ça est très lié au contexte dans lequel avance la squad. Et je dirais même au travers d'un même client, on a des besoins très différents d'une squad à une autre, qui vont pas vouloir les mêmes niveaux d'alerte, qui vont pas vouloir le même niveau aussi d'optimisation. Hein. Donc c'est vraiment tailor-made, temps réel, extrêmement important. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on peut effectivement rentabiliser au moins ces prestations de FinOps, parce que, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est 25 à 30% de taux de transformation sur ces wasted usage, mais encore faut-il pour les transformer avoir les bonnes personnes qui donnent la bonne information, le bon environnement et qui sont capables d'agir. Donc, est-ce que c'est rentable une prestation de FinOps? Ça répond à la question. Ou est-ce que vous avez déjà optimisé? Oui, oui, ça peut l'être, mais c'est comme pour n'importe quel sujet. Il faut être dans l'environnement, il faut être plongé dedans pour pouvoir prendre les bonnes actions et optimiser. Il serait fou de penser qu'avec autant de wasted usage et une croissance telle de dépenses dans le cloud qu'il n'y a pas d'optimisation à faire et qu'une prestation de FinOps n'est pas rentable. Et une prestation de FinOps, elle est optimisable par naissance, sinon elle n'a pas d'intérêt et du coup, c'est pas la peine d'être alerté ou de recevoir du reporting. Donc oui, il y a une optim. Voilà, donc on est arrivé au bout du temps, je pense, Léa. Donc merci à tous pour vos questions. Encore une fois, si vous souhaitez avoir d'autres échanges, d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit au travers du CRIP ou à travers nous, hein, Lucernis, et on vous enverra de toute façon un mail de remerciement avec toutes nos coordonnées et tout ce qu'on aura pu produire autour de ce webinaire. Voilà, merci beaucoup. Je laisse peut-être la main à Léa. Merci à tous. Et donc là, nous avons des messages de remerciement. Tout le monde est très satisfait et nous souhaite une très bonne journée à tous. Merci beaucoup.